Être venu assister à cette conférence, entre guillemets, sur le Rabbi à Paris. Et tout d'abord, je voudrais adresser quelques mots à mon cher ami David Torchman. D'abord, le remercier de m'avoir invité, parce que c'est un grand mérite pour moi de venir dans ce quartier, et particulièrement dans cette choule. Vous allez savoir dans quelques minutes. Donc je remercie et je tiens à le féliciter pour toutes les actions qu'il mène, que ce soit pour le Rabbi, que ce soit pour les sept lois d'Orachim, les 7 lois de Noé, pour lesquelles il s'est voué depuis pas mal d'années. Alors c'est un ami de loin, j'aimerais le connaître un peu plus, mais je peux vous dire une chose. Je connais beaucoup de novavistes qui sont très savants, intellectuels, qui savent parler, etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur la Torah, sur la Chassidut, mais c'est pas de la pommade, c'est de la vérité ce que j'en fais. Ouais, on est dans la chute du Rabbi. David est quelqu'un, je ne connais pas tellement autour de moi comme lui, tellement enflammé pour Mashiach. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont enflammés pour Mashiach, parce qu'il y croit vraiment. Il y croit vraiment, et je dois vraiment non pas le féliciter, mais je suis admirateur devant cette attitude militante et pas seulement enflammée, plein d'ardeur, plein de joie, et qui annonce un coup de Mashiach comme le Rabbi nous l'a annoncé d'ailleurs. C'est quelqu'un qui fait connaître Mashiach, qui fait des conférences sur Mashiach. Eh bien, il y a des cours sur Mashiach dans Paris, dans le monde entier. Mais quelqu'un comme il a dit, je ne connais pas. Et moi, je ne connais pas autour de moi qui est cette vitalité, cette flamme. C'est vrai ou pas? Merci Hachem. Je n'entendais pas ça. Ça fait du bien aussi. Merci Hachem, merci beaucoup mon frère. C'est spécial. Heureusement que j'ai mis des bretelles pour rester ici. Wow, Hachem. Entre parenthèses, Monsieur Shabtai Cohen, des années, a préparé sur les 7 lois de Noé un livre qui est prêt à apparaître si Dieu veut. Ça veut dire que ça fait longtemps que lui aussi il connaît le sujet, Baruch Hashem. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très 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 liés. Voilà, donc que Dieu le bénisse. Amen, à toi aussi. Amen. Alors maintenant, on est attentif, s'il vous plaît. Sachez que j'ai fait il y a 3 ans, environ 4 ans, déjà avant le Covid, j'ai fait une conférence sur le Rabbi à Paris, dans la choule du 17, dans la synagogue du 17 de Rosiers. Et là, je suis habitué au 25. Et sachez que quand j'ai fait cette conférence au 17 sur le Rabbi à Paris, j'étais très ému, très touché par être présent dans la choule, que le Rabbi a fréquenté. Il est venu ici, on va en parler d'ailleurs, il y a des anecdotes. Il y a des anecdotes sur le Rabbi à Paris, et notamment au 17 et au 25. Donc là, vous êtes dans un endroit exceptionnel, exceptionnel, parce que le Rabbi était là, sur cette estrade, la choule a été repeinte, sûrement, Oui. c'est la même. Donc la dimension, dans sa longueur et largeur, c'est la même. Le Rabbi était présent, et il avait, à l'époque, il avait quel âge? Il avait dans les 40 ans, exactement. Donc je le trouvais, mais il avait une quarantaine d'années. Il a été donné des cours au 17, au 25. On va en parler tout à l'heure par des anecdotes très précises que je vous lirai. Essayons de vous résumer rapidement. Il y a des anecdotes courtes et puis un peu plus longues, mais j'essaierai d'être court, d'être bref dans tout ce qui touchera au Rabbi dans cette synagogue, la synagogue du 17, qui sont à quelques mètres, quelques coudées, quelques encablures, comme on dit, d'ici. Comme on l'a dit David, j'ai écrit une biographie en 94 et 95 en 2 tomes. Il a fait une biographie du Rabbi en 2 tomes, en 94.
Là, vous l'avez en un seul tome. Mais en 94, j'ai eu le plaisir de l'offrir au rabbi en main propre. Waouh. En 94, avant que le rabbi parte. Et en 95, il était déjà parti, physiquement. Physiquement, je dis bien. Parce que le rabbi est Chai Bekayem. J'ai décidé en 2010-2011 de regrouper ces deux volumes en un seul volume, mais avec ce qu'on appelle. Vous pouvez répéter parce qu'on entend très mal. Ah, alors on demande s'il vous plaît, si vous pouvez parler plus fort. Ok, alors j'ai compris. On va vous donner du miel. D'accord. Peut-être s'il y avait plus de silence. Oui. Nous, on parle pas. Ah non, on est sage. Personne. Non, s'il vous plaît, c'est parce qu'on nous écoute du monde entier là. Voulez vous mettre à la place? Donc, Ouais. Ok. j'ai décidé en 2011 de regrouper ces deux tomes en un seul tome, que vous voyez ici. Et je l'ai intitulé, le premier tome était intitulé Le Rabbi, parce que le Rabbi, on l'appelle le Rabbi. On l'appelle, Bah oui. on l'appelle pas par son prénom, Menachem Mendel. On l'appelle le Rabbi. Qui ne connaît pas, quand on parle du Rabbi, c'est le Rabbi de Lubavitch. Baba Saleh, Alaba Shalom, c'est un tzaddik. Il y a eu d'autres tzaddikim dans le monde, très grands tzaddikim, mais le Rabbi, c'est le Rabbi. Et donc, dans ce volume qui a réuni les deux premiers volumes, j'ai fait des ajouts que j'ai trouvés entre 2011 et entre 94 et 95 et 2011. J'ai trouvé d'autres choses sur Internet, en hébreu, en anglais, en français, et donc ça a fait les 600 pages que vous voyez ici. Malheureusement, il est épuisé depuis quelques temps. On va le rééditer, si tu veux, cette année, et ce sera le même titre, mais avec encore des ajouts par rapport à 2011. Ça veut dire, on rend compte, 1994, 95 à 2011, j'ai ajouté des choses, j'ai corrigé, et là, la version de 2000 qui va sortir 2022, elle va être encore ajoutée, revisitée, refaite, avec des nouveautés que j'ai pu avoir ici et là. Moi, je suis qu'un simple tireur de ficelle, vous savez, comme un marionnettiste. J'ai des sources, je connais l'anglais, le français, l'hébreu, donc je tire les ficelles et j'agence tout ça. Je suis un agenceur, je suis un décorateur, et j'agence toutes ces sources, et j'en fais un beau bouquet un prêt à lire. Il y a des prêts à porter, mais il y a des prêts à lire aussi. Voilà. Ça, c'est une introduction. On va commencer dans quelques minutes le Rabbi à Paris, mais je voudrais vous dire que personnellement, j'ai connu le Rabbi en 68. En 68, pardon? En 68, lors de la révolution de mai 68, beaucoup de Juifs sont revenus au judaïsme. Please. Grâce à cette révolution estudiantine, sociale et politique. Et donc, j'ai connu le Rabbi la première fois. J'ai connu le Rabbi en 68, mais j'ai connu le Rabbi en privé dans son bureau en 69, quelques mois avant mon mariage. Et le Rabbi avait 66 ans. Donc la barbe pas encore blanche, bien sûr, loin d'être blanche, noire, avec quelques petits poils blancs, mais j'ai connu un Rabbi relativement jeune. Et voilà, donc ça c'est pour une introduction. Et je voudrais vous poser une question, madame, à vous, personne, non, vous qui êtes au milieu. Vous avez vu le Rabbi? Au Pracha, moi je l'ai vu en 1990. Vous l'avez vu? Oui. Ouais. En Yachidout? En Yachidout. Non, il n'y avait plus les Richidout à Ouais, c'est Paris. vrai. Il y avait le dimanche. On passait devant lui. Non, le dimanche, elle est passée devant. Le dimanche, on passait devant lui. Elle avait Votre maman a vu, qui d'autre encore a vu le Rabbi Moi, ici? voilà. J'ai trois questions, elle m'a répondu en 1988. En privé, dans son bureau, non, c'était fini, c'était les collectifs. C'était pas collectif, c'était le dimanche devant. Quand- Ah ouais. Alors? Et je suppose que les autres dames n'ont pas connu le Rabbi, mais on va entendre des histoires. Qu'est-ce qu'a fait le Rabbi à Paris? De quoi il s'occupait? Où il habitait? Ouais. Et puis, tout ça émaillé d'anecdotes vraies, des anecdotes qui sont des témoignages rendus et rapportés par des gens qui l'ont connu de près, à Paris, je parle à Paris, parce que le Rabbi, je commence à enchaîner sur
Le rabbi est resté 7 ans à Paris, de 33 à 40. Oui, de 33 à 40. Et ensuite, il est parti à Vichy. Les Allemands, les nazis occupant déjà, ils pressentaient qu'il allait y avoir quelque chose. Il est parti avant que les Allemands occupent Paris. Et donc, il est parti, lui et sa femme, à Vichy. Ensuite à Nice, et ensuite à Marseille, et ensuite à Lisbonne, et ensuite à New York. Mais le plus important, c'est Paris quand même. 7 ans. Ah oui, Paris, 7 ans. 7 years. 7 années, 7 ans. C'est là C'est où il a énorme. fait, c'est pendant ces 7 ans-là qu'il avait fait ses études à la Sorbonne. On va en parler, Pendant madame. Non, mais c'est pendant cette période-là qu'il avait Oui, fait. évidemment. Ou il est revenu après. Non. Il est revenu en 47 pour prendre recherche. sa mère. Il est resté 3 mois en 47. Il n'était pas encore rabbi, hein, évidemment. C'est son beau-père qui était encore présent. Il est revenu en 47 pour passer 3 mois à Paris. Rue Dieu. Cette année, c'est dont on va parler maintenant. C'est le plus important. Allez-y. Et là-dessus, il y a beaucoup d'histoires. Que Dieu soit béni qu'il soit venu. Baruch Hashem, Mamash. C'est un cadeau d'Hachem. Alors, avant de commencer, il y a un jour un homme, un chassid, qui a demandé au Rabbi Rachad. Rabbi Rachad, c'était un Rabbi Chabad, c'était le père du Rabbi précédent. C'est le père du Rabbi précédent. Et il lui a dit, ce chassid a dit au Rabbi précédent, pardon. Ce chassid a dit au Rabbi précédent, j'ai eu le privilège de connaître votre père, le Rabbi Rachad, Rabbi Shalom Dovber. Vous savez ce qu'a répondu le beau-père du Rabbi Yosef Yitzhak, qui lui a répondu, dites plutôt que vous avez eu le privilège de le voir, mais pas de le connaître. Aïe, aïe, Ça aïe. veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va parler du Rabbi, ce qu'il a fait à Paris, avec sa femme. On va parler des cours de Torah, ici, au 17 et ailleurs. Rue Dieu d'ailleurs, il était souvent à Rue Dieu, dans le Paris 10e. Oh, c'est 10e. Oui, c'est le 10e. Mais on ne peut pas connaître le Rabbi, véritablement. Là, on va l'effleurer un petit peu. On va effleurer sa personnalité, mais connaître le Rabbi, oui, ceux qui l'ont vu, très bien. Moi-même qui l'ai vu plusieurs fois, en Yeridout. Moi, j'ai eu le privilège avec ma femme de rentrer devant le Rabbi seul, face à face au Rabbi. En 69, après, je suis allé plusieurs fois avec les enfants, seul avec ma femme. Bref, on a eu des dollars du Rabbi, des dizaines et dizaines de dollars. Bref, connaître le Rabbi, on ne peut pas, mais le voir, on peut, mais connaître véritablement, comme on connaît vous, ou M. Torchval, ou Notre-Dame. Oui, un humain, on peut le connaître, mais le Rabbi n'est pas de l'ordre de l'humain. Il est de l'ordre du surnaturel. Mais ça, c'est les miracles du Rabbi. Il y a plein de livres là-dessus qui vous parlent de tous les miracles que le Rabbi a fait, mais on n'est pas là pour parler des miracles du Rabbi. On va en évoquer quelques-uns à la fin. Et on va parler tout de sa vie à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait à Paris? D'abord, à Paris, quand il est venu de Berlin. Sachez qu'il est venu de Berlin, où il a fait des études universitaires. Il est venu de Berlin et ils ont habité un petit studio où il y avait une seule chambre. Il y avait une seule chambre, un hôtel 78 rue Blomet, Paris 15e. Une chambre, un studio avec une cuisine probablement, mais une chambre. Ensuite, il a été 7 Villa Robert Lindet, dans le 15e encore une fois. Il a déménagé 3 fois, au moins, minimum 3 fois. Bon, voilà pour là où il a habité. En 1934, à Paris, il est là depuis 1933, on est d'accord. 1934, il commence à aller à l'école, une école de travaux publics qui s'appelle ESTP à Cachan. Et là, il a fait des études de géométrie analytique. Bref, on l'autorisait à quitter l'école à 15h30 avant Shabbat. Il avait obtenu une autorisation spéciale. Mais par contre, il n'était pas exempté de remettre ses devoirs à l'heure. Il les remettait à l'heure, même s'il était absent vendredi après-midi, parce que c'est Shabbat en hiver, ça tombait tôt. Mais n'empêche qu'il remettait ses devoirs avant de partir, ou en tout cas, il a toujours... Et d'ailleurs, il a obtenu des notes excellentes dans cette école-là. En mathématiques en particulier. Pour revenir aux études du Rabbi,
son beau-père a exigé, gentiment, élégamment, qu'il continue ses études profanes. Il n'était pas d'accord de continuer ses études profanes. Le rabbi, c'est quelqu'un qui étudie la Torah du matin au soir, à tel point qu'on l'appelait une encyclopédie vivante. C'est un génie en Torah. Bon, il y en a eu dans l'histoire juive, grâce à Dieu, mais comme le rabbi, je ne pourrais pas me prononcer, mais en tout cas, c'était On n'a quelqu'un pas, de on grand. n'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. Et le rabbi, son beau-père lui demande d'aller à la Sorbonne. Waouh. J'en reviens à votre réflexion tout à l'heure. D'aller à la Sorbonne, refuse. Il refuse. Il refuse. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, un, il ne maîtrise pas le français. Il ne parlait pas très bien français à l'époque. Et deux, les diplômes. Il avait des diplômes, il les avait laissés à Berlin. Donc, il ne pouvait pas montrer ses diplômes. Bien. Eh bien, Meir Shortman, c'était un ami du rabbi précédent. Et finalement, il accepte d'y aller, à contre-cœur bien sûr, mais c'est son beau-père qui lui demande, donc il y va, accompagné de Meir Shortman, qui a fréquenté ce quartier, cette chou probablement. Et donc, il le présente au conseil de la Sorbonne, un comité de 21 personnes. Et il explique que M. Menachem Mendel Sherzon a des capacités exceptionnelles. Bon, il délibère à huis clos ces 21 membres de ce comité. Et finalement, il y avait un qui a refusé, c'était un partisan du maréchal Pétain, vous en doutez. Il savait qu'il était juif, le rabbi était juif, il affichait, on va le voir d'ailleurs à travers plusieurs anecdotes. Mais bon, finalement, après délibération, eh bien, on l'accepte, mais pour 6 mois, probatoire, c'est-à-dire d'essai. 6 mois d'essai, à condition qu'il progresse en français, et dans différentes disciplines dans lesquelles qu'il avait choisies. D'abord, quand il a été présenté devant ce comité, il a fait forte impression. D'ailleurs, on va parler de son physique aussi. On va parler de son apparence physique. Quelle apparence physique il avait? Il était jeune, c'est vrai, mais vous allez voir qu'est-ce qui se dégageait de son physique, pour les gens qui l'ont vu autour d'ici ou ailleurs. Donc finalement, il a dit, bon, il a été accepté, 6 mois d'essai. Et la première chose qu'il a dit, vous allez sourire, mais d'abord je dois informer ma femme. Waouh. Je dois informer ma femme que j'étais accepté. Le rabbi était très, très respectueux de son épouse et de sa mère encore plus, parce que seul on en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Si, un petit peu quand même. Et puis voilà qu'à la Sorbonne, qu'est-ce qu'il va mettre comme chapeau? Pas le chapeau qu'il a, comme vous voyez dans les photos, noir et béret ou canotier. Finalement, il opte pour un béret. Un béret. Bon, ça se porte plus tellement maintenant. Il avait un béret à la Sorbonne. Et là-bas, il étudie quoi? Ingénierie navale. Et d'ailleurs, plus tard à New York, il va avoir un emploi d'ingénieur naval à New York même, pendant quelques mois, 1 an même, je crois. Il a gagné un peu d'argent. Bon. Et finalement, voilà, c'est pour l'ingénierie navale. Il a fait des maths, de la psychologie à la Sorbonne. Sciences naturelles et physiques, ça c'était aussi. Pardon? Excusez-moi, il avait appris la psychologie, c'est ça? Oui, il n'a pas fait 10 ans de psychologie, il a dû faire 1 an, mais juste pour connaître un peu les bases de la psychologie, mais il en avait assez comme ça. Moi, ce que j'ai noté dans cette biographie, c'est qu'il en a fait un petit peu, mais plus des mathématiques, de l'ingénierie navale, tout ce qui concerne les bateaux, comment marchent les bateaux. C'est pour ça qu'il a pu à un moment, quand il était rabbi, de dire qu'un bateau Shabbat, c'est pas possible qu'il ne fonctionne pas. Il y avait des ingénieurs israéliens notamment qui disaient un bateau qui vogue Shabbat sur la mer, eh bien c'est permis. Il dit ça c'est impossible parce qu'il a étudié l'ingénierie, c'est-à-dire le mécanisme des bateaux. L'électronique et l'ingénierie. Mais sachez qu'à la Sorbonne, il donnait 2 heures par jour. 2 heures par jour. Il était attentif au cours 15 minutes. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il faisait? À la Sorbonne, sur l'amphithéâtre, dans l'amphithéâtre. Il avait un Talmud, un livre de Talmud. On n'a pas ici, mais c'est des gros livres. Peut-être qu'il n'est pas aussi gros, il avait un petit format. En tout cas, il avait le livre de Talmud sur ses genoux. Il était attentif 15 minutes et le reste du temps, il regardait le Talmud. Mais, à un moment, le conférencier, le professeur À l'université, à la il a Sorbonne. remarqué qu'il n'était pas attentif.
Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vois que vous n'êtes pas attentif. Il lui a répété mot à mot ce que Le cours. avait dit pendant 1 heure ou 2. Bon. Donc quoi, il avait des capacités... Pardon? J'entends pas, excusez-moi. Ça veut dire deux choses faire deux Ça choses veut à la faire fois. deux choses à la fois. Oui. Vous savez écouter et lire en même temps. En tant qu'homme, Et ces épreuves, ces exercices ou ces épreuves à la Sorbonne, il les faisait rapidement et il avait évidemment d'excellentes notes et des diplômes. Maintenant, on va parler du rabbi. Qu'est-ce que le rabbi a fait? Soyez attentifs, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est très